Alors, Monsieur le ministre de l'Environnement est député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Alors, à vous la parole. On va y arriver. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, vous me permettrez de saluer mes électeurs de la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Je veux leur dire que je suis fier de les représenter à l'Assemblée nationale et je m'efforcerai de les représenter dignement. Avant que ces messieurs de la CAQ partent, si on veut parler de rigueur et de dogmatisme, je pense qu'en matière d'énergie, de ressources naturelles et d'environnement, vous n'avez pas de leçon à donner à personne. Il s'agit pour moi d'une première intervention dans cette Chambre et je dois admettre que je vis ces instants avec beaucoup d'émotion. Ce matin, nous rendions hommage à un grand homme et à un grand premier ministre. Je veux parler de René Lévesque, qui nous a quittés il y a 25 ans aujourd'hui. Nous pouvons nous rappeler également avec beaucoup de fierté certaines de ses réalisations à titre de ministre. En effet, il y aura 50 ans, le 14 novembre, alors qu'il était ministre des Richesses naturelles, que René Lévesque pilotait ce qui allait devenir l'un des fers de lance du Québec moderne, soit la nationalisation de l'électricité. Bien plus qu'une question environnementale, il avait fait de cet enjeu une question de nationalisme économique. Jean Lesage disait d'ailleurs à l'époque, dans un discours prononcé en 1962, « L'électricité, c'est la clé de l'économie moderne. Nous voulons en faire la clé de voûte d'un régime où, enfin, après tant de générations, nous serons maîtres chez nous. » Or, cet héritage doit se poursuivre, et c'est d'ailleurs ce que nous proposons. Hier, notre première ministre, la première femme à occuper ce poste au Québec, nous a livré un discours inaugural inspiré qui s'inscrit dans cette continuité. Il y avait longtemps, Monsieur le Président, qu'on n'avait pas senti une telle passion du Québec, une telle volonté de rassembler les Québécois autour d'un réel projet de société. Je me suis engagé en politique pour changer les choses. La Première ministre m'offre l'occasion de bâtir un projet de société qui prend tous les allures d'un moment historique. Je veux dire à la population du Québec et à la population de Sainte-Marie-Saint-Jacques que je suis déterminé à apporter ma contribution à ce renouveau. Je remercie la Première ministre de m'en donner la chance. Aujourd'hui, nous commençons à tracer le chemin vers une société plus juste et plus forte. Nous sommes guidés par une vision mobilisatrice qui puise à la source même de nos valeurs. Ces valeurs, ce sont les 4 piliers sur lesquels le gouvernement fondera son action au cours des prochaines années. Intégrité, prospérité, solidarité et identité. Gouverner, c'est faire des choix. Déjà, notre gouvernement a démontré qu'il saurait faire preuve de rigueur et de courage. Nous l'avons démontré en décidant de déclasser la centrale nucléaire de Gentilly 2. Du même coup, ce sont des milliards de dollars qui pourront être investis dans des projets qui profiteront à l'ensemble de la population du Québec. Et je peux en parler en long et en large du dossier de Gentilly 2. Je pourrais même écrire un livre sur le dossier, mais en fait, j'en ai déjà écrit un. Bien sûr, ce choix n'est pas uniquement basé sur des considérations économiques. Il y a aussi des considérations scientifiques, des considérations écologiques, des considérations de santé. Le développement durable est et demeurera un aspect essentiel des décisions gouvernementales. La fermeture de Gentilly 2 mettra un terme à la production de déchets radioactifs nocifs qui auraient été laissés en héritage aux générations à venir pour des milliers d'années. Je répète, pour des milliers d'années. Et non, M. Deltel, Gentilly 2 ne sert pas à fabriquer des isotopes médicaux. Nous voulons que nos choix permettent aux Québécois
Monsieur le ministre, vous devez appeler un député par son titre et non pas par son... On va tous apprendre la règle ensemble, pas de problème. Poursuivez. Nous voulons que nos choix permettent aux Québécois de vivre dans un environnement sain qui favorise leur développement. Le discours inaugural était clair. Il est temps de nous tourner vers l'avenir et de nous libérer des entraves qui nous ont empêchés d'avancer. Nous voulons redonner à la démocratie plus de transparence et de vigueur. Nous avons posé un premier geste avec le dépôt de la loi 1, loi favorisant l'intégrité en matière de contrats publics. Nous sommes déterminés à mettre fin aux pratiques malhonnêtes dans le milieu de la construction, bien entendu, mais également dans tous les secteurs d'activité dans lesquels le gouvernement investit. C'est ça, diriger. Choisir dans l'intérêt général et créer de la richesse pour tous. À ce chapitre, le nouveau gouvernement fait le choix du développement durable. Il est fini le temps où il fallait choisir entre économie et environnement. Au 21e siècle, les deux concepts doivent devenir les deux faces d'une même réalité, celle de la prospérité collective pour nous maintenant et pour les générations futures. À cet égard, notre gouvernement fait preuve d'audace. Jamais encore l'environnement n'aura été aussi présent au cœur même des décisions gouvernementales. Ma présence au sein du groupe d'action ministérielle pour la mise en œuvre des projets d'investissement privés en constitue une preuve éloquente. La première ministre a présenté hier le programme d'un gouvernement déterminé et aux idées claires. Elle m'a formellement demandé, et je la cite, de soutenir l'innovation dans les technologies de l'environnement, du transport et des énergies propres et de contribuer à en faire des créneaux d'excellence et de prospérité pour le Québec. J'y vois la conviction que la protection de l'environnement peut et doit constituer un moteur de croissance, de développement économique. Il y a des solutions à tous les problèmes auxquels nous faisons face. Notre gouvernement est ainsi convaincu que notre indépendance énergétique passe d'abord et avant tout par une électrification des transports. Électrifier les transports nous fait entrer dans la modernité en contribuant largement à atteindre notre objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 25% d'ici 2020. En effet, le secteur des transports représente à lui seul 43% de nos émissions annuelles de gaz à effet de serre. L'électrification des transports ne se limite pas qu'aux automobiles et aux transports collectifs. Nous pensons qu'un tel exercice doit faire école. Pensons à la motorisation nautique, agricole ou industrielle. Mettre le savoir-faire québécois au service d'un tel chantier ne représente-t-il pas un formidable potentiel économique? Oui, désolé, j'ai une question de règlement. Alors, quelle est la question de règlement? Compte tenu de l'importance du discours du collègue de Sainte-Marie-Saint-Jacques, de vérifier le quorum, s'il vous plaît. Très bien. Alors, il y a une demande de vérification de quorum. Alors, qu'on appelle les députés. Alors, l'Assemblée poursuit ses travaux, donc je cède la parole à nouveau à Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable et de la Faune et des Parcs. Et député d'Hochelaga-Maisonneuve. Non, de Sainte-Marie-Saint-Jean. De Sainte-Marie-Saint-Jacques. Bon, je recommence. Non, c'est une blague. Donc, l'électrification des transports ne se limite pas qu'aux automobiles et aux transports en commun. Nous pensons qu'un tel exercice doit faire école. Pensons à la motorisation nautique, agricole ou industrielle. Mettre le savoir-faire québécois au service d'un tel chantier ne représente-t-il pas un formidable potentiel économique? Moi, j'appelle cela mettre à profit la créativité et le sens de l'innovation des Québécois en ce qui réside notre principale source de richesse renouvelable. Pensez seulement
au Joseph Armand Bombardier, au Pierre Couture ou au Raymond Déhay. Nos ressources naturelles constituent une source d'enrichissement importante dans la mesure où nous saurons les exploiter de façon responsable et durable. Plus que jamais, notre enrichissement collectif passe par la réduction de nos importations de pétrole et par son remplacement par l'électricité, d'autant plus que nous jouissons ici au Québec de deux des sources d'énergie renouvelable les plus propres qui soient, soit l'hydroélectricité et l'énergie éolienne. Nos ressources nous appartiennent et c'est collectivement que nous devons les exploiter et en tirer les bénéfices. C'est d'ailleurs à ce défi que nous sommes conviés avec le développement du Nord. Ce grand projet doit être envisagé dans une nouvelle perspective. Nous proposons une nouvelle vision du Nord, le Nord pour tous. Les populations d'une région sont toujours les meilleurs ambassadeurs et les meilleurs défenseurs de leur coin de pays. Nous nous devons de les associer aux projets de développement les concernant. Plus que cela, il faut qu'ils en soient partie prenante. Cela commence avec un dialogue de nation à nation avec les peuples autochtones, avec les populations nordiques, avec les élus et les entreprises. Les Québécois du Nord et les Québécois du Sud doivent être partenaires dans la planification et la mise en œuvre de leur développement. Fini le diviser pour régner. Le développement du Nord est depuis des années au cœur des préoccupations environnementales. Mais n'oublions pas que de nombreux enjeux environnementaux se jouent également dans le Sud, car c'est ici, dans le Québec méridional, qu'on produit le plus de gaz à effet de serre. Il y a quelque chose d'ironique dans cette situation. Alors que le Sud pollue, c'est le Nord qui est le premier touché par les changements climatiques. Vous connaissez mon parcours. Vous savez donc que la lutte contre la pollution atmosphérique et que contre les changements climatiques se trouve au cœur de mon engagement professionnel. En fait, il s'agit de l'engagement d'une vie. Je suis le premier convaincu de l'importance d'agir. Nous avons comme objectif, d'ici 2020, de réduire de 25 les émissions de gaz à effet de serre sous le seuil atteint en 1990 par le Québec. Mais pour y parvenir, la contribution de tous, et je répète, la contribution de tous est nécessaire. Mais il faut à la base une véritable volonté politique. Et c'est ce qu'on retrouve dans le discours inaugural de Mme Marois. De la Première ministre. Je me rappelle, petite anecdote en passant, lorsque le plan Nord, Monsieur le Président, a été annoncé par M. Charest, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, en 2008, Ghislain Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, s'est fait demander par les gens des médias ce qu'ils pensaient du plan Nord. Il leur a répondu ceci. C'est la première fois que j'en entends parler, mais j'aurais un plan Sud à lui proposer. Donc, il faut que nous travaillions, les gens de toutes les nations, ensemble à la lutte au changement climatique sur toute la planète. Et le Québec doit jouer un rôle de leader mondial dans la lutte au changement climatique. Et grâce à l'électricité, nous pourrons y arriver. En conclusion, le développement du Québec ne s'improvise pas. Il faut le réinventer à partir de nouvelles bases. Pour y parvenir, il faut une équipe solide, soudée et douée. Une équipe capable de travailler ensemble pour l'intérêt général des Québécois. Cette équipe, je suis honoré d'en faire partie. Je suis impatient d'entreprendre les différents chantiers que nous avons annoncés. J'ai totalement confiance en notre capacité de faire du Québec un leader en matière de développement durable, un Québec où nous serons vraiment maîtres chez nous. Lorsque ce jour viendra, nous n'aurons plus à confronter nos politiques environnementales
et de développement durable avec celle de notre gouvernement. Nous affirmerons nos propres valeurs au regard de la protection de notre immense patrimoine écologique. Nous serons maîtres de tout notre territoire, de son développement et de sa préservation. À partir d'aujourd'hui, le Québec est en marche vers un avenir plein de promesses, un avenir à la hauteur des défis du 21e siècle. Merci, Monsieur le Président. Bravo.